Alors bonsoir à tous, bienvenue dans cet épisode de Synesthésie saison 2. Hein, c'est le premier épisode de la saison 2 finalement. Après le confinement, après les lives qu'on a fait. Salut Romain. Salut. Salut Matt. Salut. Et donc on est tous les trois et on va vous parler d'un film qu'on a vu tous les trois ensemble en même temps. Et ça faisait longtemps, ça faisait au moins 2 mois quoi. Et on va vous parler de Capone, réalisé par Josh Trank, avec notamment Tom Hardy dans le rôle principal. Alors les gars, on va commencer vite fait. Je vais commencer par ça, en tout cas par parler de Josh Trank un tout petit peu, très rapidement, parce qu'en fait finalement il n'a pas fait grand-chose. Josh Trank, il a réalisé Chronicle, qui est un film de 2012, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui est un fan footage de super-héros et qui à l'époque était plutôt bien. Oh, c'était bien, ouais. Ouais, c'était bien, ouais. Après, on n'est pas non plus sur un... c'est mon avis personnel. Hein. On n'est pas sur un chef-d'œuvre de ouf, mais on était au début des films de super-héros. Et du coup, ce côté fan footage et même le point de vue qu'il avait, il y avait un côté un peu Shyamalan, oui, c'est vrai, ouais. Irréversible. Ce côté un peu mec normal quoi, qui découvre un pouvoir filmé par ses potes et qui était plutôt cool, et ça avait créé une hype quand même intéressante. Il y avait ce côté un peu réaliste aussi qui était cool, comme tu disais pour le coup avec Shyamalan, avec le côté très fantastique vraiment à l'origine, qui disait que tu pouvais pas forcément tout de suite deviner que c'était un film de super-héros dans un deuxième temps, comme Incassable dans une certaine mesure, donc ouais. Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas du tout, non, mais c'était ce moment où on n'était pas encore dans les gros blockbusters, enfin ça arrivait en 2012, c'était quand même, mais on n'était pas encore dans les encore vraiment immergé dans des trucs de super-héros, et du coup comme ça commençait à devenir un peu la mode, ce genre de petits films pouvait être financé sans doute, et même si Sam Raimi l'avait fait avec Darkman bien longtemps avant, mais t'as des petits films comme ça qui sortaient, et c'était une proposition intéressante, voilà. Et alors derrière, en 2015 du coup, parce que c'était un petit succès d'estime quand même, Chronicle, la Fox l'a engagé pour rebooter les Fantastic Four, donc les 4 Fantastiques, qui avaient déjà eu 2 itérations au cinéma, pas forcément heureuses, et ce film-là était un four total, c'est Fantastic Four, mais vraiment parce que, alors c'est pas de sa faute forcément à lui, mais je pense que j'ai cru lire que la Fox allait perdre les droits peut-être avec Marvel. Ça doit coïncider plus ou moins quand Marvel s'est fait racheter par Disney, et donc c'est un film raté, c'est un film bancal, c'est un film sur lequel il a eu aucune maîtrise et dont on va pas trop parler, parce que je sais même pas si vous l'avez vu d'ailleurs. Vous l'avez pas vu d'ailleurs? Non. Je crois que j'ai vu celui d'avant. Ça se voulait être une version un peu dark, parce que c'était la mode aussi du coup, après le Dark Knight et tout, est arrivé aussi des trucs de Snyder. C'était un peu la mode d'essayer de faire une version un peu darkos de Fantastic Four, et voilà. Donc j'ai très peu de souvenirs de ce film-là aussi, je l'ai pas revu, hein, et lui il en parle. C'est un mauvais film quoi. Il est retenu comme un des trucs les pires de ces 10 dernières années. Et il est aussi bossé sur une série Kill Point, The Kill Point, mais moi que je connais pas pour le coup non plus. Ah oui, que j'ai pas vu non plus, ouais. Qui parle d'un groupe de vétérans de la guerre d'Irak qui deviennent des braqueurs en fait, qui reviennent, qui à leur retour des États-Unis deviennent des braqueurs. Mais après Ah mais si, mais pour le coup, qu'il y a eu aussi des bonnes... si, maintenant que t'en parles, je l'ai pas vu non plus, mais je crois qu'elle a plutôt fonctionné. C'était une mini-série, non? Ouais, c'est une série assez courte, ouais. Mais je sais pas, c'était un HBO ou un truc comme ça, je crois qu'elle a plutôt fonctionné, celle-là. Mais donc Fantastic Four, je fais exprès, ça l'a un peu... il avait disparu des radars, en fait, hein, depuis 5 ans, le gars. Parce que, forcément, quand tu fais un film comme ça... les geeks te tombent dessus, de toute façon, bref. Et donc il réapparaît, Josh Trank, cette année, avec ce film donc Capone, avec Tom Hardy dans le rôle du Scarface,
Et voilà. Donc quelqu'un fait le synopsis un petit peu, parce que Josh Trank, on va passer. Après, au casting, il n'y a pas que lui. Il y a quelques. Non, mais c'est pour donner le. Enfin, moi, je me suis intéressé au film parce qu'il y avait la gueule de Tom Hardy quand même. Ouais, mais il y a comment s'appelle Matt Dillon. Il y a Matt Dillon et il y a Kyle MacLachlan. C'est ça. Ouais. Ce qui n'est pas innocent a priori, mais. Oui. Mais donc voilà. Donc ouais, qui se lance dans le pitch, qui ose. Bah, si, hein. Enfin après, c'est relativement. Ah, ça peut être fait rapidement. Hein. C'est le film en fait c'est une sorte de biopic mais qui est centré sur la dernière année de la vie d'Al Capone et qui parle en fait Al Capone il était incarcéré et il a été relâché en fait sa dernière année de vie parce qu'il était malade, il avait contracté la syphilis adolescent et cette syphilis elle a dégénéré et donc quand il avait 47-48 ans, quelque chose comme ça, il a commencé à avoir des problèmes mentaux en fait liés du coup ça a dégénéré en neurosyphilis et du coup il a commencé à avoir des problèmes de démence, on peut dire, et voilà, donc ça retrace cette dernière année de vie dans sa résidence luxueuse en Floride et il va se passer pas mal de choses quoi. On va être c'est délire, je sais pas si on peut, c'est entre la démence on va être à mi-chemin entre la réalité et la démence de Tom Hardy, d'Al Capone. Je pense qu'on peut le dire tout de suite. On était tous les trois très contents de se retrouver ensemble, pour voir un film les uns à côté des autres, puisque ça même si je me suis fait écraser par un gros chat. Ouais. C'était dur. À distance. Et voilà, on a vu Tom Hardy, Capone. Josh Trank aussi, pourquoi pas, parce que encore une fois, Chronicle était une proposition quand même assez intéressante. Et on va le dire tout de suite, à la fin du film, on s'est un peu regardé tous les trois en se disant qu'est-ce qu'on vient de voir. C'était quoi ce truc? On n'a pas entendu la fin, hein, même pendant. Hein. Alors même pendant pour ça, même pendant pour toi, oui, c'est vrai. Au milieu de film que comment. Tu t'es assoupi un petit peu, j'ai vu. Ouais, au milieu du film, je suis assoupi, donc c'est peut-être plutôt aux 3/4 du film où je fais, mais c'est un Al Capone vu par David Lynch, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, la présence de Kyle MacLachlan, oh là, c'est compliqué, de Kyle en tout cas. Il n'est pas innocent. C'est peut-être ça qui joue aussi, mais il y a un côté. Je vais peut-être un peu là, mais. Mais non, mais t'as raison. Mais du coup, c'est marrant parce que comment dire ça, on s'est vraiment. Moi, en tout cas, je vais le dire tout de suite, c'est qu'on est vraiment tombé sur un truc auquel on s'attendait pas du tout, ni vous ni moi. Et alors, c'est un drôle de redémarrage et c'est con parce que ce que je disais, c'est que là, on a vu le film il y a 2 jours, donc on enregistre un petit peu en décalage. Et on n'a pas pensé, on a oublié de faire nos impressions d'avant-film, qui aurait été assez drôle, je pense, à avoir, parce que je pense que tous les trois, on s'attendait pas à ça. Et donc, on est en face d'un ovni, d'un truc assez étrange. Un OCNI, un objet cinématographique non identifié. Exactement. Qui veut commencer? Romain, vas-y, qui veut commencer à en parler? Romain débute. Allons-y. Savoir, oui, c'est vrai qu'on a été assez surpris parce que moi je m'attendais pas à ça du tout. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que mine de rien, ce que je regardais notamment en cherchant un petit peu, dans sa version originale, en tout cas, le film s'appelle Fonzo et pas Al Capone. Exactement. Ce qui est finalement pas anodin parce que le film, au final, quand on l'a découvert, au final, on parle plus du personnage d'Alfonso Capone que de Al Capone, le mythe. Donc il y a une déconstruction du mythe qui fait. Mais c'est son surnom, il l'appelle Fonz. Voilà, Fonz, ouais. Je pense que le Fonzi d'ailleurs de la PD vient de là, d'ailleurs. C'est Fonz. C'est très probable, ouais. C'est pour ça que j'étais déstabilisé, mais en même temps, je trouve la démarche intéressante. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à rentrer dedans. Alors,
il y a des choses qui m'ont accroché parce qu'on parlait de Lynch. Moi, le film, voilà, moi, il me fait penser à plusieurs trucs en fait. J'ai l'impression que c'est une sorte de truc un peu composite. Ça fait évidemment penser à Bronson de Nicolas Winding Refn avec le lien avec Tom Hardy. Ça me fait penser énormément à aussi un film de Park Chan-wook, et il y a une scène qui pour moi, mais c'est hallucinant, la proximité entre les deux films, qui s'appelle Je suis un cyborg, mais qui raconte l'histoire d'une jeune femme dans un hôpital psychiatrique qui est convaincue d'être un cyborg, donc elle se fait arrêter parce qu'elle mange des piles, etc. Donc on finit par l'interner. Et il y a toute une séquence notamment où elle s'imagine en train de descendre tout le monde et utiliser ses pouvoirs entre guillemets de cyborg pour descendre tout l'hôpital psychiatrique, qui ressemble beaucoup à la scène qui fait écho à Scarface dans Capone. Parce qu'il y a aussi évidemment Scarface. Et tu disais, excuse-moi. Non, et pour cause, j'ai dit, puisque Scarface c'était son surnom qui est à Capone. C'est pour ça, ouais, il y a tous ces points-là. Il y a vraiment une sorte de mix en fait de plein de choses, et puis avec ce sorte de rythme très étrange, d'expression très étrange, très lynchienne sur pas mal de points, avec sorte de passages oniriques, mais des passages vraiment quasiment fantastiques et horrifiques à des moments, notamment avec ces séquences qui me font penser quasiment à du fantastique espagnol, notamment la première apparition de ce petit garçon qui soulève ses vêtements en pleine nuit et qui a le corps complètement mutilé. Donc voilà, qui fait penser finalement à l'orphelinat, et c'est hallucinant de voir ce truc-là à l'intérieur, parce que tu t'y attends pas. Il y a ces trucs, ces visions avec des ballons, moi, qui me font évidemment penser aussi au sad Stephen King. Il y a ce fond-là aussi, moi je trouve très étrange. Il y a quasiment une sorte d'expression kingienne du truc, c'est très très bizarre. Et ça mixe tout ça, et c'est très déroutant, déstabilisant, dépaysant, et à terme, tu sais pas trop quoi en penser, mais tu sais que ça va te rester en tête, malgré tout. Alors justement, je vais te couper là, et je vais passer là pour la maths, du coup. Ouais. Maths, j'aimerais bien, parce que juste sur le ressenti, tu vois, justement. Sur le ressenti, mais, c'est vrai qu'on parlait du rythme qui est vraiment particulier. C'est vrai que moi, j'avais pas vu le trailer, j'avais rien vu, mais et je savais juste que ça s'appelait Capone et qu'il y avait Tom Hardy, donc je me suis dit ça va peut-être bouger un peu, etc. Je m'attendais à un biopic complet de sa vie, je sais pas, un film de gangster, et c'est sûr que j'ai pas vraiment été servi, quoi. Du coup, je suis pas arrivé avec peut-être pas pas avec de mauvaises intentions, mais j'ai eu peut-être un peu dans le début du film la sensation d'être trompé, alors que en fait non, personne m'avait trompé, c'est juste les idées que je m'étais faites. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment du mal avec le rythme au début, jusqu'au moment où ça part vraiment dans l'onirique, où il y a un moment où le personnage de Capone fait une attaque, et où pendant un long moment on est dans les visions de ses démences, et dans les dans ses rêves, ou dans ses visions, et toute cette partie-là, je l'ai trouvée super belle, et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, vraiment chouette, et j'ai fini par me dire prends le film pour ce qu'il est, et puis voilà. Alors c'est très beau, mais par moment peut-être que c'est peut-être un peu, c'est peut-être un peu que beau, et ce côté aussi, comme on dit, ça cite plein de choses, mais oui, en fait, j'avais du mal à trouver en fait l'identité de ce film. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une sorte de patchwork de plein de choses, et dans ces plein de choses, il y a des trucs que j'ai trouvé chouettes, mais honnêtement, il y a vraiment des parties que j'ai trouvé aussi très longues et très plates, et avec un rythme que je trouve pas forcément hyper bien maîtrisé, quoi. Et voilà, après alors, je vais te couper là, juste parce que je vais citer du coup un petit bout d'interview que j'ai trouvé sur IndieWire de Josh Trank, où il dit en gros, en fait, on explore la partie d'une vie d'une personne qui était très uncomfortable, je sais pas, inconfortable ou pas très agréable. C'était pas censé être un film de gangster, et surtout pas une glorification ou une mise en fantaisie, enfin tu vois, je veux dire, une mise en avant en fait de la vie de l'entreprise de gangsterisme, tu vois, d'un truc de gangster vraiment, quoi. C'est un film qui dans un côté un peu dégueulasse déconstruit l'icône masculine et tu vois, costaud en fait, que peut être Capone jusqu'à la fin, quoi.
Il y a un côté crépuscule des idoles, en fait. Ouais. Et attends, mais je dis juste la fin. Est-ce que c'est Oui. dur à regarder? Je sais pas. Pour lui, c'est pas dur à regarder. Mais tu vois, il est conscient, et il le redit un peu plus tard. Il est conscient du. C'est que, en fait, ce qu'il essaye de faire, ça a déjà été fait et ça s'appelle Les Sopranos. Et c'est vachement mieux fait, quoi. Alors, est-ce que c'est fait comme ça? Pas tout à fait. Pour moi, Les Sopranos, c'est exactement le même postulat, quoi. Ça déconstruit. Oui, le postulat, mais enfin. Qui déconstruit le truc de gangster, c'est pas du tout romantique, ça donne pas du tout envie d'être un gangster. Il y a énormément de parties, parce que t'as le personnage principal qui, à un moment donné. Scorsese le fait aussi. Ouais, mais t'as, enfin, tout ce qui est rêve et tout, enfin, mais c'est pas aussi. Les rêves, ils sont très présents dans Les Sopranos à plein de moments. Ça prend beaucoup de place dans la série, surtout vers la fin. Bon, bah. Mais je pense que ce qui l'intéresse aussi, c'est le côté. Du coup, bah, on parle dedans. Hein, du coup, le côté aussi déchéance totale et aussi un peu. Bah, c'est ça, Les Sopranos. Hein. Il y a un côté. Ouais, quand même... ouais, mais là, il est visuellement clair, quoi. C'est-à-dire que le mec, il se chie dessus littéralement, quoi. Dans Les Sopranos aussi. Je te ramène à la fin des Sopranos. Ouais, mais à la fin. Pas en bon état. À la fin. Là, assez vite. Alors oui, peut-être, oui. Bah, oui, mais on peut. D'ailleurs, il y a un des personnages des Sopranos qui est dans Capone. La femme du restaurateur. Alors je pense que c'est Catherine Narducci. Mais, alors Romain, je sais pas si tu voulais intervenir juste avant, je crois. Non, mais je ferais que même au-delà du film de gangster, pour moi, je l'ai vraiment vu comme une contradiction. Pour moi, c'est pas un film de gangster du tout. En fait, c'est un film sur un vieux qui est face à la mort, qui fait le bilan sur sa vie. Alors, il se trouve qu'il était un gangster, mais pour moi, c'est plus un film. Voilà, encore une fois, c'est plus une sorte de marche funèbre absolument terminale et définitive. C'est ce que dit Tronc. Qui détruit vraiment quand je dis crépuscule des idoles, pour moi, c'est une destruction de cette idole qui est ce mythe qui est Capone, en montrant grossièrement que ce soit Capone ou que ce soit moi, on est la même chose par rapport à la mort, quoi. On finit par se chier dessus, c'est une vision très pessimiste des choses, mais c'est comme ça. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est ce qu'il dit dans l'interview, plus ou moins. Et alors, tu vois, c'est marrant qu'on en parle parce que même Matt, tu vois, je pense, avec le recul, parce qu'encore une fois, je dis à la sortie on devait enregistrer le podcast tout de suite après avoir vu le film, ce qui est notre adage et notre concept. Et on l'a pas fait déjà parce qu'il était un peu tard et qu'on devait rentrer chez nous, mais aussi parce que je pense qu'on était tous les trois un peu. Enfin, moi, en tout cas, j'avais besoin de digérer un peu ce que je venais de voir parce que je m'attendais pas à voir ce genre de choses. Et en fait, avec le temps. Pour le moment. Comment dire, j'aurais peut-être pu avoir un avis un peu dur sur le film, un peu genre je me suis fait chier ou je sais pas quoi. En y réfléchissant un petit peu plus, je comprends mieux peut-être la démarche de Josh Trank. C'est peut-être aussi le fait de lire un peu des interviews, des trucs comme ça, mais ouais, bah après comprendre la démarche, ça empêche pas de se faire chier quand même. Hein. Ah oui, ça empêche pas que le film est pas, et c'est pas, on va pas se mentir, c'est pas un super film. Mais, c'est pas super réussi, ouais, globalement. Mais ça reste suffisamment étrange alors parce que justement, voilà. Alors du coup, je vais juste parler de ça juste là maintenant. C'est que du coup, donc il est vraiment totalement produit par lui, écrit par lui, réalisé par lui. C'est-à-dire que il explique en gros que de toute façon, il s'est tellement fait défoncer avec les 4 Fantastiques que il est un peu grillé de toute façon à Hollywood et chez les gens parce que les geeks sont quand même très violents et que du coup c'est vraiment c'est pour ça qu'on se disait, tu sais, quand on voyait les post génériques, les pré-génériques pardon, où on connaît pas les boîtes de prod et tout, c'est parce que en fait c'est quasiment autoproduit. Okay. C'est lui qui s'est démerdé pour aller chercher de la thune. Donc c'est ouais, et il est revenu à l'indépendant et il le dit dans l'interview que j'ai lue, c'est-à-dire que en fait c'est ça qui lui plaît et il dit un truc assez cool parce que les mecs lui posent des questions, lui disent ouais mais vous vous êtes habitué finalement, tu sais, il fait partie de ces gens qui ont cet exemple où il a fait un petit film qui s'appelle Chronicle qui a plutôt été bien accueilli mais qui a pas eu non plus un retentissement de ouf. Tu sors Fantastic Four qui est
en 2015, tu vois, qui est dans là pour le coup, t'as Avenger et tout autour, tu vois. C'était dans la hype du moment Et aussi. tu te fais, et tu te fais défoncer. Et mec lui dit, du coup, les critiques et tout, comment vous les vivez, et il dit, ben, en gros, Fantastic Four, il a jamais trop, finalement, ça lui plaît pas forcément, mais vu que, il te le redit encore, hein, c'est pas son film, hein, il s'est fait niquer, entre guillemets, quoi. Après, c'est pas un four total non plus, Fantastic Four, hein, en termes de public et de recettes. De public et recettes, non, mais critiquement, d'un point de vue critique, c'est un four total. Le truc, il a 7 sur Rotten Tomatoes ou un truc comme ça, quoi. Enfin, il est vraiment, il est considéré comme un des plus mauvais films, en tout cas de super-héros, jamais fait. Mais non, mais il s'est pris, non, mais t'imagines quoi. Du coup, il s'est pris v'là de la critique négative de ouf. Et en fait, il explique que pour celui-là, du coup, il a regardé même les critiques et il a ce point de vue que je trouve assez cool, c'est de se dire que même les critiques négatives, finalement, ça la rassure dans son... Et c'est ce que j'ai ressenti aussi, c'est que ça la rassure dans ce qu'il a fait. C'est qu'il sait qu'il a fait un truc... comment dire... qui est pas censé plaire à tout le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il a ce point de vue, en fait. Et après, on en pense qu'on en veut, mais c'est bien qu'il ait ce truc-là, parce que... Et il dit plusieurs fois, il dit de toute façon... parce qu'il dit qu'il a été enfermé dans le comment ils appellent ça, tu sais, la prison, j'en trouve plus les mots, mais c'est un peu, qu'il a été blacklisté, enfin, oui, production jail, tu vois, la prison du cinéma, tu vois, où t'es enfermé, et en fait il dit, mais en fait c'est quand tu bosses pour les studios que t'es là-dedans. Moi là, du coup, je veux faire des films indés. Il dit pas tu sens qu'il y a c'est de la liberté là, pour le coup dans Capone, il y a une vraie liberté, ouais. C'est ça. Il dit qu'il est ouvert à refaire, tu sais, s'il y a un bon projet et tout machin, pourquoi pas, tu vois. Et que là, son kiff, c'est de faire ce genre de truc. Et en fait, il le montre assez bien parce que effectivement, on pense qu'on veut du film. Hein. Encore une fois, je pense pas qu'il soit vraiment réussi. Je suis pas sûr que ce soit un bon film, si tu veux, dans le sens pur du terme. Mais en tout cas, on sent vraiment que c'est un film assez libre, avec des acteurs et un casting qui l'a suivi. Donc pour certaines raisons, sans doute aussi, parce que je pense pas que ce soit la thune. Il a coûté c'est 20 millions, je crois. 20 millions de dollars, ce qui est pas énorme, hein, quand même, ramené à Hollywood, quand même. Et surtout quand c'est vraiment produit sans gros studio derrière. Il faut payer Tom Hardy, donc déjà, ça doit faire... Oui, déjà, c'est vrai. Ouais. 5 millions. Alors, ce serait intéressant, j'ai pas eu le temps de chercher, ce serait intéressant de savoir ce qu'en dit Tom Hardy aussi. Parce qu'il parle assez facilement, c'est vraiment... Et c'est pas étonnant de le retrouver dans ce projet-là. C'est quelqu'un d'autre. Apparemment, il aurait dû jouer Capone pour un autre projet qui s'était pas concrétisé. Donc c'était, voilà, ça... Mais ça m'étonne pas de Tom Hardy non plus. Il soutient quand même. Enfin, il a l'air d'être un mec qui a l'air d'être ouvert. Il a joué dans plein de petits films en fait, Tom Hardy. Ah bien sûr, même comme on sait avec Nicolas, enfin, en tout cas. Ce qu'il a fait sortir, c'est fondamentalement Bronson, qui est pas du tout un film non plus grand public à l'origine non plus. Hein. Bien sûr. Mais au passage, je pense à un truc parce qu'on en a parlé à la fin du film, on a parlé un petit peu après, et c'est Julien, je crois, qui me disait ça pour le coup, du lien qu'on pouvait faire avec Joker, par exemple, le dernier Joker de Todd Phillips. Parce qu'en effet, il y a aussi ce côté aussi où on a vraiment, alors moi, c'est quelque chose qui m'est vraiment ressorti, parce que déjà, je trouve que le maquillage, pour revenir à Tom Hardy, qui apporte Tom Hardy, c'est très difficile de s'y faire, moi je trouve, dans un premier temps, parce qu'il est vraiment grotesque. Alors ça joue au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand tu comprends en effet la démarche du réel, ça te paraît assez logique ce maquillage-là en fait. Et il y a quelque chose de l'ordre du super vilain en fait, qui est encore une fois, c'est la mort de super vilain qui est remis à son niveau d'homme face à la mort, etc., face à sa contingence, qui effectivement me fait beaucoup penser, le fond aussi avec la maladie psychiatrique, au Joker de Todd Phillips aussi dans une certaine mesure. Mais c'est deux films très différents. Mais je trouve que la démarche, en tout cas, de prendre encore une fois cette sorte de mythe et de le redescendre face à sa contingence et à tous ces problèmes purement sensibles, c'est vachement intéressant et assez proche finalement. Ouais. Parce que oui, toi, en plus, surtout toi, Matt, par rapport à Joker, par exemple, que tu as beaucoup aimé. Non, j'ai pas beaucoup aimé, mais. Oui, voilà. Non, mais. Ouais, c'est difficile de faire un lien entre les deux, mais.
pour moi en tout cas. Ouais, je sais pas, franchement. T'as même dit que tu t'es fait moins chier devant le Joker finalement. Ouais, je pense. Pourtant, c'était plus long. Mais parce qu'il y a vraiment. Enfin, après moi, je pense qu'aussi mon avis il est biaisé dans le sens où je m'attendais pas à un film comme ça. En fait, je m'attendais à complètement autre chose. Je me suis dit, tiens, un petit film de gangster et tout. C'est pas du tout un film de gangster. Et c'est vrai que moi, tout ce qui est comment ça s'appelle les films de Lynch et tout ça, c'est des films qui moi en général, enfin c'est des films qui me retournent. C'est des films qui ont un gros effet pour moi. Enfin, gros effet sur moi et sur mes. En général, ça marche très bien quoi sur moi. Enfin, je sais que ça marche très bien sur beaucoup de gens, mais moi ça touche beaucoup. Enfin, je trouve ça hyper anxiogène parfois, enfin souvent. Bah oui, je suis d'accord. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des moments où ça partait un peu sur ce chemin-là, sauf que alors soit j'ai changé et que j'arrive à prendre les choses avec plus de recul, ou alors c'était peut-être aussi peut-être tout simplement moins bien fait, je sais pas. Et du coup, d'accord. moins pris au trip. Enfin, je trouvais ça joli et il y a des passages un peu, où c'est quand même un peu, enfin, il y a quand même une ambiance un peu pesante. Et pour ça, la musique, par contre, je trouve qu'elle marche bien. Ouais. La musique marche bien, mais c'est comme s'il y avait un problème de dosage, peut-être d'équilibre. C'est-à-dire, il fait pas du Lynch non plus, mais enfin, c'est du simili Lynch avec. Des fois c'est trop et des fois c'est pas assez et des fois c'est juste bien quoi. Mais le moment avec le crocodile et la vague géante, là, c'était peut-être un peu trop. Et il y a des moments où c'est très bien et des moments où c'est peut-être un peu léger. Non, c'est vrai, je suis d'accord sur le fait de la musique. J'ai juste regardé qui a fait la musique parce qu'effectivement, enfin moi c'est un truc qui m'a plu. Bah celle de la toute fin justement du générique de fin est vachement bien. Et même parce qu'en fait c'est une ambiance, il y a peu de musique. J'ai l'impression qu'il y a peu de musique. Bah, en fait, il y a beaucoup de musique intradiégétique. En fait, ça qui est intéressant, c'est que la plupart de la musique, c'est ceux qui écoutent en fait Capone dans sa maison et qui résonnent dans les couloirs de la. Et du coup, le reste, ça ressemble à des trucs de films d'horreur, quoi. Mais il y a des super bonnes idées. Le truc de quand il écoute à la radio, la fiction. Alors attends, Matt, enfin parce que du coup je reviens. On essaye de reprendre. Ah mais on a continué nous. Ouais, mais vous étiez arrêté où justement? Je demande, comme ça c'est facile. Là, on parle de la musique. La musique, ouais. Musique. Ok. Il y a aussi ce côté fiction, les fictions sonores là, avec le massacre de la Saint-Valentin là, qui revient en fil rouge à plusieurs moments. Je trouvais que ça c'était assez chouette quoi. Enfin, que ça... Et qui apparaît en sonore puis en visuel ensuite dans son cauchemar, enfin son cauchemar lors de son attaque. Et donc ouais, c'est intéressant ça aussi. Bah, comme je vous le disais, alors toi c'est marrant, là on en parle en ce moment et je vais sur Wikipédia pour. J'étais en train de chercher qui avait fait la musique, j'ai pas trouvé encore, mais je vais vous dire. Et la fiche que je vois, et une affiche que j'ai pas vue, où c'est tapé Capone, je tranche, où c'est la tête de Tom Hardy, mais avec son cerveau qui s'échappe derrière en morceaux. C'est l'affiche officielle. Bah, je l'avais pas vue celle-là, moi. J'ai vu une autre affiche qui était pas comme ça. Et qui est pour le coup d'accord, ok, oui. de film d'horreur. Enfin de. Ouais, mais c'est pareil, il a changé le titre parce que à la base, le titre c'était comment on dit, c'était Fonzo. Il a été changé au moment du trailer. Comme tu dis, il y a deux affiches. C'est que même lui, il a peut-être pas su exactement comment vendre le film. Alors il explique, alors je crois qu'il le dit, je vais pas retrouver là maintenant, mais je pense que c'est des raisons purement marketing en fait. C'est que si t'appelles ton truc Fonzo, tu sais, t'as Fonzi, t'as Gonzo, comment il s'appelle le mec du Muppet Show là. Enfin, tu vois, c'est compliqué de. C'est plus vendeur quoi. Mais encore une fois, l'article que je vous ai envoyé, vous avez pas lu, mais il dit des trucs intéressants, il dit des trucs vraiment cool dans le sens où alors il parle pas trop de la musique pour le coup, mais ce côté, on en a parlé de ce truc un peu en plus lynchien ou artiste contemporain, tu vois. Je crois qu'il le dit en interview d'ailleurs, il dit de toute façon. Quand tu te prends un truc d'art contemporain dans la gueule, ça te plaît pas, tu trouves ça dégueulasse ou pas, et lui ce qui l'intéresse c'est de provoquer une réaction. Et il dit que pour ce film-là en tout cas, y compris les critiques négatives,
Et ben il les apprécie en fait. Il les trouve intéressantes parce qu'il comprend très bien que ça puisse pas plaire en fait, ou ne pas parler à un certain public quoi. Et ça c'est cool parce que c'est pas souvent quand même. Encore une fois, hein, le c'est un peu, je pense qu'il a fait un peu un fuck aussi à ce qu'il a vécu avec la Fox, avec les 4 Fantastiques quoi. Ouais, je trouve qu'il y a un côté dans ces dièges, moi je trouve qu'il y a un côté attention, ça va être un gros mot peut-être insultant parce que c'est vrai que j'aime pas des masses sur réalisateur à part quelques trucs, c'est un côté Villeneuve trash en fait, parce que même l'affiche que tu montes avec ce cerveau qui s'évade, ça ressemble beaucoup à l'affiche d'Ennemi de Villeneuve. Ouais. Et il y a toute cette idée qu'il y a dans Ennemi notamment avec ce motif de l'araignée qui apparaît très souvent, et là ce serait le crocodile ou l'alligator, et je trouve que c'est très proche, sauf qu'il y a ce côté trash et sale et un peu dégoulinant qu'il n'y a pas chez Villeneuve. Imagine que Villeneuve se prenne un four avec... c'était quoi son premier Avec Prisoners Non, Prisoners, ah, mais non. Avant, il y a Incendie avant. C'était un bon plus avec Blade Runner, tu vois. Ah oui, d'accord. Okay, oui. Non, parce qu'en fait, Villeneuve, avant... tu vois, il y a eu comment... il y avait Incendie avant Prisoners, il y a eu Prisoners et... le truc avec les Mexicains, Sicario. Sicario, pardon, oui, j'oublie celui-là. Non, c'était pas si mal avant, mais il se prend un truc, un truc comme ça, comme ce qu'il a eu avec Fantastic Four sur Blade Runner 2040, ce qu'il mériterait d'ailleurs. On sait pas, peut-être que derrière, il nous aurait sorti un truc comme ça, tu vois. Oui, non, bien sûr, c'est ça aussi, oui. C'est le genre de projet qui pourrait aller à ce type de terre. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une proximité entre les deux dans leur côté un peu aussi, même dans les défauts du film de Trank où il y a ces côtés très poseurs parfois, que tu retrouves chez Villeneuve aussi, de vraiment l'envie de faire de la belle image pour faire de la belle image aussi. Ce que tu disais, Matt, par rapport au fait que parfois c'est vain aussi, le film, il y a des moments où moi je trouve vain et poseur et qu'il y a des trucs qui sont complètement inutiles. Ah, puis il a pas les mêmes moyens non plus que Villeneuve. Non plus, oui. Peut-être pas le même, entre guillemets, enfin peut-être pas le même savoir-faire, parce que Villeneuve, on peut dire ce qu'on veut, pour faire des jolis... Ah mais tout à fait. Contact. c'est quand même pas. Enfin, c'est très chouette, mais pas non plus. Contact est beau sur plein de. Contact, il y a des trucs très cool. Mais c'est vide, quoi. C'est toujours le problème. Mais là où c'est intéressant, c'est que moi, les plans que j'ai préférés dans Capone, parce que encore une fois, on l'a digéré. Tu vois, c'est bien qu'on en parle maintenant, je pense, avec le recul. C'est que j'aime bien les scènes de repas avec les gamins. Et quand les gamins interviennent en règle générale, de toute façon. La scène dans la rue qui se passe sûrement à New York, enfin ou je sais pas où, tu sais, où c'est juste une ruelle où il escalade des cadavres plus ou moins. Enfin c'est maintenant quand j'y repense, j'ai trouvé ça quand même, c'est quand même assez, c'est plutôt cool quoi. Enfin. Ah mais il y a des fulgurances vraiment qui sont vraiment et ça me fait penser à Shyamalan plus. Ouais, il y a des fulgurances, mais c'est un film qui est pour moi qui est pas hyper équilibré quoi. Non, mais comme le mec est sûrement pas équilibré. En même temps, c'est trop bizarre. Le mec qui fait Chronicle, qui est un petit film, il est tout de suite pris par la Fox pour faire Fantastic Four, il se fait défoncer parce que c'est que ça. Et là, il fait ça maintenant. Quand on parle de Villeneuve, c'est un peu différent. Il a du taf avant, plus de budget. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Puis Villeneuve a ce côté entre guillemets actuellement en termes de, j'entends vraiment en termes de critique et public, il a ce côté entre guillemets modèle de réussite actuellement en fait. C'est quand même quelqu'un qui a moins galéré entre guillemets que ce qu'on voit avec Trank par exemple, qui a une carrière quand même beaucoup plus cassée. C'est que Trank là à la fin, de ce qu'il dit a priori, c'est que lui, ça lui va bien de continuer à faire des films comme ça. De toute façon, comme il dit, c'est pas son. Mais un film, moi j'imagine bien faire des films. Mais si demain on frappe à sa porte pour lui proposer un truc cool avec des gens cool, mais tu sens bien que quand il le dit, il y croit pas trop. Voilà, mais il va continuer à faire des films comme ça, là, comme il a fait Capone, quoi. Et ça, c'est intéressant pour le coup, parce que tout bancal qu'il est, tu vois, tout ce qu'on peut reprocher à Capone, si ce mec-là continue à faire des films comme ça, ça donne des Color of Magic avec Nicolas Cage, par exemple. Ah oui, non, mais des petits films d'horreur, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, ça donne des trucs qui sont hors circuit peut-être, tu vois, mais qui peuvent être intéressants. Et puis en plus, encore une fois, ce serait intéressant d'avoir l'avis de Tom Hardy là-dessus, par exemple, mais qui reste des propositions de cinéma que de toute façon les gros studios produiraient pas. De toute manière.
Ah, tu mets un petit studio comme un 24 qui vient chercher un type comme ça, par exemple, ça pourrait être vraiment cool. Bah, Blumhouse. On attend Blumhouse, que même, Blumhouse pourquoi vienne pas. chercher Josh Trank pour faire. Même un petit film d'horreur qui soit un peu dans les clous, mais qui pourrait Ouais. peut-être être en termes de mise en scène assez motivant, parce qu'ils ont quand même une certaine liberté chez Blumhouse, donc pourquoi pas. Plus que chez Disney ou chez Marvel ou. Mais du coup, je vais poser la question quand même, c'est que bah, Matt notamment, tu vois, avec le recul, est-ce que tu as un meilleur souvenir du film maintenant qu'on a passé quelques jours qu'à la sortie du visionnage direct? Non, non. Bah, ça reste. Enfin, je reste sur Enfin, c'est un film qui pour moi est pas équilibré. C'est-à-dire que j'ai des moments où j'ai trouvé ça chouette, mais enfin, franchement, enfin, je le conseillerais pas. Franchement, c'est pas un film que je conseillerais parce que, enfin, Je te demande ça parce que j'ai vu Arnaud, notre copain qui fait de la plage, qui est un fan de Tom Hardy dans l'absolu. Mhm. Quand je lui ai dit ça, il m'a filé tout de suite une clé USB et je l'ai prévenu hein, pour le voir. Mais moi, je lui ai dit, bah, si, regarde-le quand même, parce que si t'aimes bien Tom Hardy, par exemple, quand même. ben ouais, mais moi j'ai du mal même à me positionner par rapport à sa performance. Tu vois, il y a des moments où je trouvais ça chouette et des moments où je trouvais, enfin, je sais Il pas. cabotine un peu des fois, il y a un peu de cabotinage quand même, C'est ça. je Ouais. trouve. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Même si ça va, encore une fois, avec le côté un peu grotesque de l'ensemble et qui est voulu grotesque aussi, mais Ouais. mais c'est un peu gênant des fois, ouais. C'est ça, c'est un film qui a du mal à se positionner, je trouve, et que du coup, bah, Ouais. face à un film qui a du mal à se positionner, bah, c'est difficile de se positionner. C'est-à-dire Ouais. que je peux pas dire que j'ai détesté, mais je suis loin de dire aussi que j'ai aimé, quoi. Donc, bah, ouais, enfin, moi, je pense pas que j'en aurai un souvenir impérissable, hein. Clairement, je pense Ouais, je suis un que peu comme toi. dans 6 mois, bon, oui, je me souviendrai que je l'ai vu, je me souviendrai de quelques images, mais c'est pas un film qui va me marquer, quoi, clairement. Je suis un peu comme toi, à moins que Josh Trank sorte un film dans 2-3 ans vraiment, Sur un projet, là, vraiment marquant, je pense ouais. que je l'oublierai aussi. Quoi. Il doit faire J'espère pour lui qu'il va le faire, parce que... un film sur. Il est sur un projet pour faire un film sur Roosevelt. Ok. Roosevelt traité comme ça peut être marrant aussi, hein, ceci, ça peut être. Il a du potentiel, le mec, parce qu'on va le dire quand même. Enfin, c'est très bien réalisé. Enfin, c'est quand même assez beau. Ouais. Ouais. C'est beau. Non, c'est beau, mais c'est en termes de montage ou de. Bah ouais, c'est ça, c'est que. Enfin, c'est beau, mais ça s'enchaîne pas. Je trouve qu'il y a pas. Ça marche. Pour moi, ça a pas marché super bien, je trouve. Il y a un côté enchaînement de tableaux, un peu, c'est vrai aussi, où tu as des très beaux tableaux, mais un peu enchaînés sans forcément une cohérence globale toujours. Même s'il y a une cohérence finalement, malgré tout, mais ça reste quand même très décousu. Quoi. Ouais. C'est très décousu, ouais. Il y a des passages qui sont un peu chiants. T'as du mal à. Alors, il pourra dire que c'est voulu ou pas, mais c'est vrai que t'as du mal à te repérer dans le film, en fait. C'est vrai que c'est plus trop où t'es, mais ça marche pas bien. C'est-à-dire que c'est pas fait exprès. Enfin, en tout cas, t'as l'impression que c'est pas fait exprès. Parce qu'après, rhétoriquement, on parlait de rhétorique tout à l'heure, tu pourrais très bien retourner le truc en disant que c'est la fragmentation de la personnalité qui fait la fragmentation du montage, mais bon, il y a des limites quand même à un moment donné. Oui, tout à fait, on est d'accord. Voilà, bon, juste pour faire une petite conclusion de la mienne, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais film en soi. Je pourrais pas dire que ce soit mauvais. Je pense qu'on s'est bien fait avoir, et c'est peut-être sa volonté aussi. Parce qu'on c'est pas le film auquel on s'attendait. Et je trouve ça bien, pour le coup, tu vois. Parce que, en fait, c'est pas un Scorsese, non, c'est un film sur un vieux malade. Il y a des bons trucs à récupérer chez Josh Trank, je pense qu'il a des moyens de faire des choses, mais voilà. Est-ce que je sais pas, est-ce que Matt, toi, tu vas quand même t'intéresser un petit peu à ce qu'il va faire derrière ou... Bah, ça m'a pas motivé des masses, là, j'avoue. On verra. Le cache. Non, je pense pas. On verra bien. Mais j'avoue qu'un film sur Roosevelt, bon. Enfin, c'est pareil, même. Je pense aussi cette dimension culturelle, c'est que Al Capone, on a beau dire, c'est pas non plus. Enfin, en Europe, c'est pas non plus c'est pas. C'est-à-dire que c'est une figure mythique aux États-Unis. Bien sûr, il est connu en Europe, mais je pense pas qu'on a le même rapport à Capone et ni le même encore moins alors avec Roosevelt qu'ils peuvent l'avoir aux États-Unis. Et peut-être que aussi il
l'histoire du personnage, enfin la vraie histoire de Capone est peut-être quand même vachement plus connue aux États-Unis. Elle fait peut-être vachement plus partie de la culture populaire que nous. C'est vrai. Ici, et que peut-être que c'est un biais quoi pour nous, pour voir ce film, c'est que il nous manque tout ce background là sur ce personnage quoi. Enfin, on peut l'avoir, mais je pense qu'on l'a quand même vachement moins qu'un Américain quoi. Enfin, je pense. Mais c'est sûr, ouais. Mais c'est sûr. Ouais. Alors, Romain, t'es encore là? Oui, pardon, oui, Romain est parti, j'en ai marre. J'en ai marre. Non, j'étais en train d'écouter en fait. Attention, ce truc-là. Non, j'étais très attentif à ce que tu dis et parce que j'étais en train par rapport à ce que vous disiez justement savoir si je suivrais encore je suivrais parce que pour moi vous avez raison tous les deux en fait, les deux pans me paraissent intéressants en fait, mais j'aime bien ce côté, j'ai une certaine tendresse pour ce côté un peu film malade, un peu cassé, un peu raté. Mais qui m'a quand même en effet, pour revenir à ce que disait pour le coup Julien, qui m'a quand même surpris, mais qui en même temps m'a fait chier, comme tu l'as dit Mathieu aussi, sur plein de trucs et que je trouve assez vain et pas très intéressant sur pas mal de choses. Mais ce côté voilà un peu malade, un peu bancal, fait avec une certaine humilité, une certaine envie de faire quelque chose de différent et de te surprendre et de te montrer un truc que t'as pas l'habitude de voir. Ça me marche quand même, donc finalement je me dis que j'ai quand même envie de voir un peu ce qu'il va donner par la suite et pourquoi pas si verse, parce que pour moi il y a quand même une grosse brèche qui est ouverte sur le cinéma d'horreur, parce que là il fait esthétiquement des trucs qui sont vraiment plus qu'à la frontière de l'horrifique, et pour le coup ça m'intéresserait de le voir dans un autre registre, et Roosevelt pour le coup m'excite un peu moins parce que je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais justement je vais aller plus loin de ça, c'est que son point de vue m'intéresse s'il fait un peu des films d'horreur sur en prenant le point de vue un peu horrifique sur des trucs de la vie réelle, tu vois ce que je veux dire? Oui. Je connais pas la vie de Roosevelt, mais pour peu qu'il soit devenu Alzheimer ou je sais pas quoi, ça peut être marrant, tu vois. Mais moi, ce que dans Capone, moi j'attendais au bout d'un moment, c'est qu'il y a une nuit qui dure un peu plus longtemps, il y a une sorte de mystère. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait un home invasion et que les mecs qui sont soi-disant à l'extérieur viennent braquer la maison et que Capone doit se défendre. Il y a un peu quoi. Il y a un peu ça aussi, ouais. Sauf qu'il tue les gens de la maison elle-même. Mais... Voilà, c'est ça. Mais ouais, moi, un truc comme ça, pourquoi pas travailler sur une sorte de biopic que progressivement tu vas verrouiller de l'intérieur en amenant des éléments horrifiques, ce qui fait déjà un petit peu ici, mais en allant plus radicalement dans le truc, ce serait assez intéressant pour le coup. Et là, pour un Roosevelt comme ça, pourquoi pas? Un remake de Lincoln, chasseur de vampires. Voilà, ça serait intéressant ça. Ok, bah écoutez, vous ferez votre avis. Enfin, j'ai envie de dire, c'est faut le découvrir. Un film où c'est compliqué de regardez-le, vous verrez bien. On vous garantit pas que vous allez aimer, mais allez-y quand même. Je pense que ça non, c'est qui tout double quoi. C'est ouais, vous faites chier. Ouais, c'est génial. Voilà, mais c'est comme ça reste quand même assez particulier pour que ça vaille le coup. Il est pas très long en plus. Hein. Non, ouais, 1h40, quelque chose comme ça. Ouais, donc ça va, c'est pas non plus. Pour être en train de revoir la bande-annonce, elle est quand même un peu trompeuse, moi je trouve. Hein. Mais je pense que c'est fait exprès, ce que je te disais. Ah ouais. Parce que elle est grave trompeuse même. Le personnage, mais ça s'appelle Capone, tu vois. Et le personnage et tout, et je pense que c'est fait exprès, avec le recul. Ça aurait été tellement bizarre de faire une bande-annonce où tu le vois en train de se chier dessus, quoi. Non, d'accord. Là, c'est pour ça qu'on s'est fait avoir, d'ailleurs. C'est l'intérêt, c'est que tu vois Capone avec Tom Hardy qui dit waouh, je vais voir un gangster. En fait, tu vois un vieux gangster qui est en train de crever. Une vieille personne, enfin, qui est pas si vieux d'ailleurs, 48 ans, mais une personne malade qui est au bout de sa vie et qui dégénère progressivement comme un autre, ouais, ça qui est au bout de sa vie, quoi. Voilà. Donc l'abandon, c'était pas si con que ça, avec le recul. Je vous propose de passer au reco. Matt, est-ce que t'as une reco? Ben là, comme ça, j'allais dire. Tu couperas au montage parce que je suis trop long à réfléchir. C'est bien, c'est naturel. Est-ce que t'as une reco? Attends, on recommence. Oui, j'ai une reco. Ma reco, ce serait Mulholland Drive. Ah oui. Pour le coup, si je veux voir un David Lynch,
je vais voir un David Lynch. C'est Non, tout mais- logique, c'est parfait. Et, ouais, le côté un peu psychologique, voilà. Qui, pour le coup, moi, m'a vraiment retourné là pour le coup. Mais voilà, comme on avait fait un lien avec David Lynch, je conseille Mulholland Drive. Mais bon, en même temps, tout le monde l'a déjà vu, je crois, à peu près. Non. C'est pas une reco très. Si, c'est bien, alors. Puis sur Netflix maintenant, mais c'est sur Netflix, hein, je crois, il est parti Ouais, dans le pack Lynch. C'est possible. C'est possible. À côté de Lynch qui parle l'interview d'un singe, c'est ça? Oui, voilà. Ouais, voilà, non, tu me prends un peu à brûle pour point, mais je dirais Mulholland Drive. Puis la plupart des films de Lynch, en fait, parce que il y a quand même une ambiance un peu lynchienne dans ce film. Quand Ouais. Un petit oui, comme on disait, il y a son acteur fétiche, enfin, l'acteur de Twin Peaks. Twin Peaks, Blue Velvet. Mais qui est pas enfin, encore une fois, le casting est pas innocent non plus, je pense. Les gens, c'est pour ça qu'il est intéressant pour moi d'ailleurs, je trouve. Quand t'as des mecs comme ça, c'est-à-dire que quelque part, parce qu'il est pas plus connu que ça, hein, il a rien fait. Hein. Non, après, il sort pas de nulle part non plus. Son père est dans le cinéma. Du coup, il est cool. Enfin, en tout cas, ces gens-là pensent qu'il est intéressant. Ou pas, je sais rien. On verra. Mais Mulholland Drive, c'est un très très bon film. Romain, tu veux nous conseiller quoi, du coup, toi? Moi, je suis parti sur un film avec des vieux qui doivent appréhender leur mort et qui sont vraiment au crépuscule de leur vie, en pleine déchéance, notamment sexuelle et autres d'ailleurs, et qui sont deux mythes soi-disant, puisque l'un est le sosie, l'un se dit être le King, et l'autre se dit être le John Fitzgerald Kennedy, alors qu'il est un petit vieux black. Allez voir le magnifique Bubba Hotep de Don Coscarelli. Et qui parle de la même chose fondamentalement que Capone, parce que c'est quand même deux mythes qui sont en train de déchoir dans une maison de retraite. Ouais. Et avec un élément horrifique qui est une momie qui s'amuse à tuer tous les vieux de la maison de retraite, qui est une maison complètement décrépite, dégueulasse, en leur aspirant la lame par le cul. Je te coupe parce que Matt aurait pu nous parler de Space Cowboys aussi. Oui, oui, bien sûr. Je suis un peu déçu. Ouais, mais enfin, la déchéance, elle est pas trop lâche dans Space Cowboys. Ils sont quand même, ils sont quand même vachement balèzes pour des. Non, ils sont, mais non. Voilà, pardon, excuse-moi, mais Boubo, oui. Super film. Enfin, comme tu disais, tous les films de Lynch, Matt, moi je conseille tous les films de Don Coscarelli que je revois avec les fantasmes et autres, hein, qui pose aussi d'ailleurs, si vous voyez Fantasme 5 Ravageur aussi, qui raconte la même histoire, parce que c'est des vieux, enfin notamment le personnage principal, qui est un vieux dans une maison de retraite, et qui est en train de mourir aussi. Donc c'est des films, Don Coscarelli est obsédé par cette question de la vieillesse et d'appréhender notre mort très prochaine plus on vieillit. Donc il faut voir tous les films de Don Coscarelli, mais principalement Bubba Hotep qui pour moi là pour le coup fait vraiment écho très très fortement à ce film-là, parce qu'encore une fois c'est deux mythes qu'on va foutre à échelle humaine et montrer que c'est des humains et comme nous quand on est très vieux j'arrive plus à bander. C'est le cas par exemple de Bruce Campbell aussi qui joue dedans, qui est magnifique dedans. Et tous ces petits éléments-là qui sont extrêmes. En plus, le film est très drôle, mais avec toujours un fond complètement tragique et dramatique. Et moi, le film me fait pleurer aussi à la fin parce que je trouve qu'il est d'une beauté renversante malgré son truc complètement cheap avec des monstres en plastoc. C'est génial. Faut voir ce film-là et c'est un film magnifique, vraiment. C'est de toute beauté. Ah, c'est de toute beauté. Moi, j'adore. Hotep, c'est vraiment très très bien. Et moi, je vais être un peu plus consensuel et je vais aller dans Legend. Pour être dans le Tom Hardy, parce que à la fin du film, on s'est posé les questions tous les trois en se disant mais c'est quand même pas souvent qu'on voit Tom Hardy avec sa vraie gueule. Et qu'on voit Hardy sans Laurel, surtout. Ouais. Et du coup, dans ce film-là, on voit un peu sa vraie gueule et un peu en double, puisque c'est un film qui raconte en gros la vie des frères Cray, qui étaient des gangsters britanniques. Voilà, donc bon petit film d'un mec que je sais même plus qui c'est. Mais voilà, un bon petit film de gangster anglais avec le bon accent qui va bien et tout, où Tom Hardy joue les deux frères jumeaux et qui est assez cool. Les gens. Oui. Je crois que je l'ai vu.
Ah bah je pense, ouais, j'espère bien. Non, il est cool, hein, vraiment. C'est les jumeaux créés, c'est un peu c'est les mecs des 60s, c'est les gangsters des 60s anglais, quoi. Enfin, entre autres. Et c'est réalisé par Brian Edgeland qui avait réalisé l'excellent Payback avec Gibson, donc oui. Ah oui, exact. Tout à fait. Totalement. Mais le film est bien, hein. C'est un cool film. Hein. Et Hardy, ouais, bref. Et ben voilà, écoutez, on a parlé là assez longtemps de Capone finalement. Ah, vous savez. Je voulais dire, vu que je viens de voir une news, que apparemment il a fait des gros chiffres, le Capone. Enfin, il a fait des gros chiffres pour de la VOD, mais que ça suffira certainement pas à couvrir les frais du. Ah, non, je crois qu'il sait, hein, je trouve que dans l'interview, il sait que de toute façon. 2,5 millions de dollars en 10 jours là en VOD, donc c'est des gros chiffres. Ouais. Mais il a coûté 20 millions. Bah, il a coûté cher, hein, mine de rien. C'est con, hein, mais un film comme ça. Faut payer les mecs, faut payer les effets spéciaux. Ouais, mais des effets spéciaux. Mais typiquement, ils veulent l'amortir sur la durée. Ah, mais je pense que c'est un truc qui va faire du bouche à oreille quand même. Ça a fonctionné sur le bouche à oreille. Les gens vont être étonnés et vont quand même. Et puis il a raison. Moi, je trouve qu'il a raison de le faire de toute façon. Tu sais, en fait, faut se dire que, comme il le dit, hein, quand t'es dans le movie jail là, quand tu t'es ramassé des trucs à la gueule après avoir bossé pour un gros studio, et du coup t'es wanted parce que t'as obéi aux ordres et que finalement, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. T'es embauché comme ça enfin pas contre ta volonté, mais on t'a imposé un peu. Et que le problème d'un film te retombe sur ta gueule, c'est dur de revenir. Et il a raison de faire ce qu'il fait. Justement, il a raison de faire ça d'ailleurs. Il a raison de faire ça. Il a peut-être aussi été choisi par le studio parce que justement il était jeune et peu d'expérience et que le studio jugeait que ça allait être pratiquement manipulable. Et tu sais très bien qu'ils font que ça. Je veux dire, on se souvient des frères Russo maintenant parce que c'est eux qui ont fait Avengers, mais tu te souviens de qui a fait si il y a eu Shane Black pour Ant-Man 3, mais qui se souvient des autres réalisateurs de films de Marvel par exemple. Ouais, bien sûr. Alors... Même tu vois comme des gens comme Tim Miller sur Deadpool aussi qui ont des difficultés à faire le truc et surtout des difficultés à faire le 2 parce qu'ils sont fait phagocyter par Ryan Reynolds et par la prod et qui s'est cassé en claquant la porte en disant je ferai pas le 2 quoi. Non mais c'est pour ça, c'est et dans le film d'horreur, c'est Légion quoi. Oui, bien sûr. Les petits Français qui ont été embauchés pour faire du film d'horreur qui n'ont pas marché aux États-Unis et ça a niqué leur carrière parce que du coup après. Et donc alors que lui il est américain donc peut-être qu'il est pas habitué à ce genre de truc tu vois mais. Ouais. C'est qui lui arrive. C'est-à-dire que on te prend pour faire les 4 fantastiques. Faut quand même dire que ça a été même avant Spider-Man et tout les héros de comics les plus connus en France. Enfin, en tout cas en France pendant très longtemps. Ça a été l'équipe de super-héros la plus hypée de tous les temps dans les années 80, 70-80. Je sais même pas combien le film a coûté parce qu'il me semble qu'on l'a mis quand même à la tête d'un gros budget aussi. Hein, donc, C'était un gros budget, ouais. Non, mais là, il dit, enfin, j'ai lu dans nos interviews à l'époque, j'avais déjà lu. 100 millions de dollars à peu près, c'est estimé à 120 millions de dollars. On est dans un truc où les mecs, ils ont fait nawak. En fait, il y avait Spider-Man à côté, tu vois. C'est tombé au moment où ils dealaient avec Marvel pour amener Spider-Man dans. En fait, c'est simple, hein. C'est sorti quasiment en même temps que les Amazing Spider-Man et tout, tu sais, avec l'autre cum. Enfin, parce qu'il y a eu 3 Spider-Man dans l'histoire. Et en fait, donc ça s'est sorti à peu près à la même époque, donc c'est des histoires de droit. Et donc Spider-Man, la Fox était déjà en négociation pour faire un Spider-Man qui soit cross-univers, enfin qui puisse bosser ensemble, tu vois. Et ce machin s'est retrouvé là au milieu. Et donc tout a été cuté et tout, il s'est fait virer, enfin ça a été tout un bordel, le studio a tout remonté derrière pour le sortir parce que de toute façon c'était produit, il pouvait le sortir. Et c'est pas la première fois parce que le tout premier Fantastic Four il date de 75 ou un truc comme ça, et c'était la même histoire. L'histoire de droit. Si tu trouves sur YouTube, tu tapes Fantastic Four, peut-être pas 75 mais 82 ou 85. Et t'as un vieux film où des mecs en costume et tout, qui est sorti, qui existe. Qui est jamais sorti au cinéma parce que il l'avait tourné pour garder les droits. Jusqu'à ce qu'il se fasse racheter par Disney. Comme d'habitude.
Non, mais c'est pas cool pour Josh Trank parce que sincèrement, en plus, c'était bien, ça tombait bien au moment où il l'a fait. C'était un Bien sûr. bon timing pour rebooter les. Parce que et la Fox avait les X-Men aussi. Donc c'était Oui, c'est vrai. Et Singer, tu vois, il y avait eu First Class juste avant. Qui avait Ah non, été mais en plus, c'est sur une bonne lancée parce que First Ouais, Class de Matthew Vaughn, c'était quelque chose, quoi. donc c'était pas con, tu vois, ça pouvait être intéressant, quoi. Et c'est parti en couille. Donc c'est dommage. Et, mais après voilà, quand il fait un truc comme ça, et quand tu lis l'article que j'ai lu là, tu te dis bon, de toute façon, ils s'en foutaient déjà un peu au départ, je pense, et puis du coup, bah, ça l'a conforté dans son idée. Oui, donc finalement, ça a permis d'explorer des choses après par la suite, hors de ce juron de studio, de faire son truc, quoi. Ce qui est plus aussi bien de faire son trou dans son coin et puis. Après, il dit qu'il est pas contre, hein, mais. Non, bien sûr. Mais comme il dit, le movie Jay, là, de plus en plus, hein, mais tu sais, mais à force de faire ça, de toute façon, les studios ils créent des réalisateurs indépendants, en fait. Mais bien sûr, bah, ils créent une sorte de contre-culture par rapport à la culture qu'ils essaient d'imposer aussi, quoi. Donc, Donc on verra ce qu'il fera demain, quoi. Alors bonsoir, c'était Synesthésie, on était avec Romain et Matt, et on vous retrouve très bientôt sur la chaîne Synesthésie. Salut. salut.